Georges Duby n'est pas le premier historien à entrer dans la Pléiade. Il y a avant lui, on a Thucydide, Hérodote, Froissart, Michelet, dont vient de paraître une nouvelle édition des volumes de la Révolution. Mais Georges Duby est un historien contemporain, un historien universitaire. Et là, c'est une première. En fait, son entrée dans la Pléiade s'inscrit plutôt, je crois, dans le sillage des grands essayistes des sciences de l'homme, comme Claude Lévi-Strauss, qui est entré dans la Pléiade en 2008, Michel Foucault peu après, Michel Léry aussi. Pourquoi Georges Duby dans la Pléiade? Il y a très certainement le bonheur d'écriture, la qualité formelle de ses ouvrages qui rend son travail une expression formidable de la place importante que l'essai a occupé dans le monde des lettres de la France du dernier tiers du XXe siècle. Je pense aussi que son entrée dans la Pléiade se justifie par l'originalité, par la modernité de sa pensée historienne, par la manière dont il pratique une histoire qui réfléchit à tout moment sur le faire de l'histoire, sur sa propre pratique. Ses livres et sa conception du récit historique sont dépouillés de tout l'appareil critique, pas de bibliographie, pas de notes, donc j'ai voulu ajouter les notes qui n'existent pas. L'édition de la Pléiade le permet parce que les notes, elles ne viennent pas en bas des pages, elles viennent à la fin du volume. Donc le lecteur, il peut lire les récits de Duby tel que Duby l'a conçu, mais il a cette fois-ci, pour la première fois, l'occasion de découvrir, disons, les coulisses, l'atelier de l'historien, pour reprendre l'expression de Dominique Yohn-Prat, qui est très belle, et découvrir aussi la charpente théorique, la charpente érudite qui soutient tous les écrits de Georges Duby. C'est la France de l'an 1000 à Bovine, c'est-à-dire de l'an 1000 au début du XIIIe siècle, 1214. C'est un Moyen-Âge français. Elle est centrée sur la France du Nord pour certains livres, sur la Bourgogne, Cluny, Mâcon pour d'autres études, et aussi le sud de la France. Donc ça, c'est la spécificité du Moyen-Âge de Georges Duby. Il existe en revanche d'autres ouvrages qu'il a signés où il sort un peu de ces cadres. Par exemple, l'économie rurale et la vie de campagne dans l'Occident médiéval. Il est guerrier paysan, il va en Angleterre, dans la région de l'Empire, dans les régions scandinaves aussi. Le temps des cathédrales, il va jusqu'en Italie au début du Quattrocento. Il était très soucieux de ne pas sortir trop de son cadre. Il est très attentif à ce qu'il appelle les franges d'interpénétration, la corrélation entre plusieurs phénomènes simultanés, contemporains, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des représentations mentales. Donc, il est un peu prudent à l'égard de démarches transhistoriques ou transdiachroniques qui se promènent dans la longue durée, et il préfère justement être ce qu'il appelle synchroniste, ça veut dire axé sur un cadre spatio-temporel très délimité, aussi précis que possible, pour voir les interférences horizontales et verticales entre les phénomènes. L'histoire de mentalité est d'autant moins visible aujourd'hui qu'elle est partout. En fait, l'histoire de mentalité reste aujourd'hui une expérience, une formulation datée des années 60-70. Mais lorsqu'on accompagne l'évolution de ces études, on se rend compte qu'à la veille des années 80, la formulation histoire de mentalité s'est diffractée en une multitude de nouvelles appellations. L'histoire de l'imaginaire, par exemple, l'histoire des représentations, l'histoire des systèmes idéologiques, l'histoire culturelle, l'anthropologie historique elle-même et l'histoire religieuse restent tributaires de l'apport et de acquis de l'histoire de mentalité. L'histoire de mentalité, elle reste présente chaque fois qu'il existe une approche qui articule les champs social, matériel, socio-économique
aux systèmes mentaux, aux systèmes idéologiques, aux représentations immatérielles. Pendant toute sa carrière, Georges Duby n'a cessé de reformuler son programme. Lui, on tend à l'oublier, il a été l'auteur d'un des premiers programmes d'histoire culturelle en 1969, qui est paru dans la revue de l'enseignement supérieur. Puis, en 1974, il a reformulé son programme à nouveau sous les titres Histoire sociale et idéologie des sociétés, donc une histoire des idéologies. Puis, il a été l'un des premiers à utiliser la notion d'imaginaire dans les titres de ses ouvrages. Donc, il était l'auteur du manifeste de l'histoire de mentalité et à la fois l'un des premiers historiens à s'en débarrasser et à remplacer la formule histoire de mentalité par d'autres qui lui semblaient plus à jour, plus précises, moins, disons, moins floues. Nous avons fait un choix de maître ouvrage de Georges Duby, certains qui nous semblaient justement transmettre sa vision globale de l'histoire, une sorte d'histoire qui articule tous les plans économiques, social, idéologiques, religieux, et au lieu de privilégier, par exemple, des ouvrages où c'est l'histoire économique qui prime, ou l'histoire sociale, ou l'histoire de l'art. Donc tous les ouvrages que nous avons choisis restent ancrés sur sa vision des corrélations entre les différentes instances de la vie sociale. Quel est le livre le plus important ou le meilleur livre de Georges Duby? C'est une question difficile. Les Dimanches de Bouvines ou Les Temps des cathédrales sont de grands livres d'histoire. Mais nous pouvons dire la même chose de sa synthèse sur l'économie rurale et la vie de campagne, qui n'est pas entrée dans le recueil précisément parce qu'il est très ancré sur la vie matérielle et la vie économique rurale du Moyen-Âge. Les trésors de l'imaginaire du féodalisme, il a une place très importante dans l'œuvre de Georges Duby parce que c'est son seul livre avec sa thèse qui n'a pas été une commande d'éditeur. C'est un livre qui est une sorte de couronnement de son premier travail, de sa thèse doctorale sur la société mâconnaise. Cette fois-ci, il essaye de reprendre son modèle un quart de siècle plus tard, justement en y introduisant tous les acquis de l'histoire du mental, de l'histoire de mentalité et de l'apport de l'anthropologie, des sciences sociales voisines dans ces modèles sur comment s'est construite la société féodale, c'est-à-dire comment les rapports entre les classes, les rapports du pouvoir se sont instaurés au XIe et au XIIe siècle grâce à un cadre mental qui légitimait les pouvoirs des uns sur l'exploitation des autres. À son époque, oui, c'est une démarche originale. L'histoire des femmes était pratiquée d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en France depuis les années 60-70. On pense aux travaux notamment de Michel Perrault, entre tant d'autres. Mais au cours des années 70 et 80, l'histoire des femmes elle était surtout pratiquée par des historiennes. Georges Duby s'est intéressé à l'histoire des femmes du fait de ses recherches sur les mariages et les rapports entre les sexes, entre le masculin et le féminin. Donc une histoire de l'amour. Et c'est par là qu'il s'est intéressé aux femmes et aux féminités. Cet enseignement a porté sur la condition des femmes dans la société féodale en France, dans la moitié nord de la France, au XIe, XIIe siècle. Et je me suis efforcé de pénétrer par différents chemins à l'intérieur d'un territoire qui est d'exploration très difficile. Je parle du monde des femmes, difficile à connaître parce que ce monde était, dans l'Europe du XIIe siècle, tout à fait séparé de celui des hommes, presque aussi strictement séparé qu'il l'est aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Ce qui est très marquant, très présent dans l'approche des femmes chez Georges Duby, c'est l'attention qu'il accorde au silence des femmes, au silence de l'histoire. C'est-à-dire, il travaille essentiellement, il a été critiqué pour ça, sur des témoignages masculins, des clercs et
des évêques et des moines du XIe et XIIe siècle qui étaient, d'après lui, les formateurs de l'idéologie de la classe dominante à cette époque. Il s'est toujours posé la question, et ça c'est une originalité de sa démarche, lui en tant qu'homme, comment il pratique une histoire des femmes. Il dit quelque part, je pense que dans les dames du XIIe siècle ou dans les chevaliers, les femmes et les prêtres, moi aussi je suis un homme. Ça veut dire, moi aussi je suis hanté par l'image du féminin qui véhicule la société à laquelle j'appartiens. Et donc sa démarche, elle est très intéressante dans le sens où il prend en compte, disons, les cadres mentaux, les cadres idéologiques qui l'apprisionnent en quelque sorte. Cette démarche dubitative, pour faire un jeu de mots avec son nom, cette démarche dubitative, elle s'inscrit dans le déroulement, dans la construction du récit de Georges Duby, à tel point que cela sert de caution à sa parole. En fait, c'est en mettant en évidence ses doutes, ses propres hésitations, qu'il gagne la confiance du lecteur.